C'est une grande joie de se retrouver sur ce très beau site social YouTube où je remercie l'équipe qui gère la France et les États-Unis. Je remercie aussi toutes les personnes qui regardent cette émission et je voulais vous dire combien je suis parfois, c'est vrai, étonné parce que beaucoup de gens s'intéressent à cette série d'émissions et ça je m'y attendais pas. J'ai reçu 2 lettres cette nuit, une de Steve et une de Frédéric Dupont. Je remercie Frédéric Dupont. Il m'a dit d'ailleurs qu'il a essayé de me joindre plusieurs fois et quand j'émaille, ça ne répondait pas. Alors je me suis très peu connecté en journée et en après-midi, dû, c'est vrai, à la forte chaleur, puisque je vis près de Saint-Tropez et il fait vraiment très très chaud. Et je peux vous dire que brancher un ordinateur l'après-midi, c'est pas si évident que ça. Alors Frédéric Dupont, un grand merci, votre lettre m'honore, et surtout j'ai reçu de votre part une carte, un itinéraire très précis qui va correspondre au 11 mars 1978, un itinéraire qui part de l'aéroport où Claude a atterri sur Paris pour se déplacer évidemment au 46 boulevard Exelmans, son adresse, une de ses adresses, on sait qu'il avait plusieurs adresses, il y avait le 122, il y avait son moulin et aussi tant d'autres adresses qui sont restées un peu secrètes. Frédéric Dupont m'a contacté sur Majumail et m'a envoyé une carte, c'est très intéressant, de l'itinéraire et le temps qu'on met entre l'aéroport où Claude a atterri alors qu'il venait de Suisse et son appartement. Vous savez que cette nuit-là, le 11 mars 1978, Claude arrive à 1h du matin, on a le témoignage du pilote que je diffuserai bientôt, qui explique qu'il est formel, il est arrivé à 1h du matin, il n'est pas arrivé à 2h du matin, et donc il se souvient, et oui, il se souvient de l'heure à laquelle il a atterri, puisque Claude, et oui, savait conduire des petits avions de ligne, et c'est même lui, cette nuit-là, qui va faire atterrir ce petit avion. Comparé à un avion de ligne professionnel, Claude ne savait pas piloter des Boeing, hein, bien entendu. On ne doit pas oublier certaines choses. C'est conduire une moto, conduire une voiture, conduire un petit avion privé et un Boeing 747, c'est pas tout à fait pareil. Et d'ailleurs, pour un Boeing, on a besoin de tout un équipage pour conduire un tel avion. Mais un petit avion privé, Claude est capable de conduire et même de poser un avion privé. Toutefois, on doit dire qu'il ne l'a jamais fait seul. Et d'ailleurs, le pilote l'a dit cette nuit-là. Il a assisté, il a aidé. On ne sait pas si Claude aurait été capable réellement, sans l'aide d'un copilote, de faire atterrir un avion privé. Certes, il avait son permis pour le faire, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. D'atterrir une fois un avion ne prouve pas qu'on le fera à chaque fois. Et évidemment, dans le domaine de l'aviation, la moindre erreur est fatale. Frédéric Dupont, qui m'a envoyé plusieurs courriers, donc je vous rassure, j'en ai reçu au moins un, c'est le dernier, m'a joint dans ce courrier une carte très précise de l'itinéraire. Et si vous savez le bien que ça m'a fait de voir que des gens s'intéressent à la mort de Claude François en profondeur et qu'on sort de ce schéma de censure, puisque la mort de Claude François, c'est quelque chose de censuré avant tout. On est dans un système de télévision de censure et d'autocensure à l'époque, et même les journalistes passaient leur temps dans la censure. Que ça soit l'entourage de Claude François qui n'est jamais révélé et qui n'a jamais révélé les vrais faits, pourquoi pas peur de la censure, peur d'ennuis judiciaires. On a vu que dans les 50 ans qui ont précédé, donc pratiquement 50 ans que Claude est mort, on a du mal à le croire, et il ferait peut-être encore si jeune s'il était vivant, mais en tous les cas, près d'un demi-siècle, on voit que petit à petit les esprits se dénouent, et on apprend des choses, que Geneviève Leroy était là, que son nouveau chauffeur Gérard était là, que Jean-Pierre Bourter était là,
Mais alors lui, on peut dire qu'il a fait des grosses bêtises dans la mort de Claude François, voulant même convaincre toute la France que Claude était mort comme ça. Il était prêt à effectuer un faux témoignage de presse, expliquant qu'il avait vu des milliers et des milliers de fois son ami dans sa baignoire redresser une applique. Bon, voilà, quand vous prenez un bain, vous êtes tout nu. On a du mal à croire qu'un homme, que deux hommes se retrouvent tout nus des milliers de fois dans cette salle de bain, et que Jean-Pierre Bourter était témoin de cela. Valéry Giscard d'Estaing, on verra ça dans les prochaines émissions, a sanctionné Jean-Pierre Bourter. Il a fait non seulement interdire un article qui était mensonger et faux, et même dit que c'était tellement farfelu d'imaginer que deux hommes étaient tous les deux des milliers de fois tout nus dans une salle de bain. Oui, bah c'est possible, hein, quand des gens sont gays, vivent ensemble, c'est possible. Mais quand des gens ne vivent pas ensemble, et puis ont des vies tout à fait différentes, hein, puisque Claude, on dit qu'il avait beaucoup d'amour dans sa vie féminin, et Jean-Pierre Bourter avait Brigitte, sa femme. Donc tout ça n'a aucun sens. Je veux dire que quand il prenait un bain, c'était plutôt avec sa femme Brigitte. Et puis des milliers et des milliers de fois, n'a aucun sens un tel témoignage. Mais on y viendra à ces témoignages, à ces gens qui ont voulu par tous les moyens convaincre la France que Claude était mort électrocuté, jusqu'à tenter, et dans la presse et aussi d'influencer les télévisions, pour nous faire croire à cette vérité. Oui, nous le faire croire bien maladroitement, parce que chercher à convaincre les gens en racontant n'importe quoi, comme Kathleen, qui va raconter, on ne la juge pas, que Claude François a redressé des milliers de fois cette applique, on sera étonné que Jean-Pierre Bourter ait dit la même chose, sauf que cette fois-ci, c'est plus Kathleen, je m'explique. Sauf que cette fois-ci, ce n'est plus Kathleen qui était toute nue dans le bain avec Claude François et qui a vu Claude redresser une applique des milliers de fois. Cette fois-ci, dans la version de Jean-Pierre Bourter, c'est lui qui était tout nu et qui a vu des milliers de fois Claude redresser cette applique. C'est fou comme cette histoire est grotesque dans l'absolu, et à quel point on peut voir que les témoins sont tous d'accord, et même c'est une légende qui est écrite comme ça. C'est une légende qui est écrite comme ça, c'est un scénario qui a été écrit, parce qu'il est impossible qu'une femme, Kathleen, nous explique que des milliers de fois devant elle, Claude a redressé cette applique, et qu'un homme, Jean-Pierre Bourter, nous explique la même chose, que lui aussi était dans cette salle de bain, et que des milliers de fois devant lui, il a redressé cette applique. À mourir de rire la version officielle, quand tous les témoins se disent témoins oculaires, et ils ont vu ça des milliers de fois bien sûr. Mais rappelons un fait historique et mettons les choses au clair. Les 3 derniers jours de sa vie, Claude François n'a pas pris un seul bain dans sa baignoire, puisqu'il était en Suisse, et à chaque fois qu'il partait en tournée, en déplacement avec ses Claudettes, que j'embrasse et que je salue, et je salue Nati, Clo-Clo, cette très belle chaîne, qui regarde nos émissions et en regarde les vôtres, et j'ai apprécié Prisca à la fête de la musique. Je savais qu'elle y était, puisque j'avais reçu un courrier de Nathalie qui me prévenait des jours et des jours à l'avance de sa présence à Paris. Un gros bisou à Prisca. Mais pour revenir à cette émission, comme c'est grotesque que 2 personnes finalement qui ont prétendu être tout nus dans une salle de bain avec Claude ont vu des milliers de fois Claude redresser cette applique. Alors la version de Kathleen est identique à la version de Jean-Pierre Bourter, sauf que dans une version c'est elle qui a vu ça, et dans l'autre, bien sûr, c'est lui qui a vu ça. Heureusement qu'on n'additionne pas les 2 versions, ça ferait pas des milliers de fois qu'il a redressé de ça, ça ferait pas des milliers de fois, qu'il a redressé ça, mais plutôt peut-être 1 million de fois pour vous faire rire, et surtout ne rigolez pas. Mais dans la mort de Claude François, on doit un moment et démystifier les menteurs et démystifier les fausses versions qui sont préécrites dans un but et de manipuler les gens et de vous faire croire que Claude François est mort comme ça, parce que s'il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il est très très loin d'être évident de dire qu'il est mort comme ça. Écoutons d'ailleurs un témoignage rush de Michel Drucker, et écoutez bien, c'est très intéressant ce qu'il dit, je vous publie cette vidéo. Il n'y a pas que Claude François, il y a eu effectivement la princesse Grace, il y a eu Diana, il y a toujours voilà. Maintenant. Il y a encore des gens qui me disent, dis donc, ton copain Claude François, il s'est pas électrocuté.
n'y a pas que Claude François, il y a eu effectivement la princesse Grace, il y a eu Diana, il y a... toujours voilà. maintenant. Il y a encore des gens qui me disent, dis donc, ton copain Claude François, il s'est pas électrocuté. Il n'y a pas que Claude François, il y a eu effectivement la princesse Grace, il y a eu Diana, il y a... toujours voilà. maintenant. Il y a encore des gens qui me disent, dis donc, ton copain Claude François, il s'est pas électrocuté. Il n'y a pas que Claude François, il y a eu effectivement... Si vous me le permettez, je vais dire ce que je pense à Michel Drucker, parce que c'est un très beau rush de télévision, un rush qui est très rare. Moi, je donne mon avis aussi à Michel, parce que j'aime infiniment Michel Drucker, qui a hébergé un certain temps Prisca, avec tous ses chiens. Moi, j'aimerais dire à Michel Drucker que dans le monde de censure dans lequel on vit, d'autocensure de télévision, eh bien, je partage tout à fait l'avis des gens qui t'ont dit « Non, Claude François ne peut pas être mort comme ça ». D'ailleurs, je le dis devant cette caméra, où nous sommes le 23 juin 2026, des doigts ne carbonisent pas en 5 secondes. Ça n'existe pas, même en monophasé. Et d'ailleurs, cette nuit, je lisais une lettre de Steed, que je salue, je vous remercie du fond du cœur de tous vos courriers et je regarde attentivement tout ce que vous me dites. Et Steed me raconte une anecdote que je transmets dans cette série d'émissions. Il a vu, quand il était plus jeune, son chat. Justement, son chat était tout mouillé. Vous savez que les chats aiment bien, et oui, ils aiment bien la fraîcheur quand il fait chaud. Eh bien, les chats, parfois, se baignent dans la baignoire ou autre. Son chat s'était baladé tout mouillé et a mordillé un câble électrique et il s'est électrocuté. Évidemment, le chat a fait un bond de plusieurs mètres, ça nous sommes d'accord. Mais Steed me disait qu'il trouvait étrange que ce chat en question n'est pas mort. Alors qu'il s'est électrocuté directement dans la gueule, puisque on dit la bouche quand on parle d'un être humain et on dit la gueule quand on parle d'un animal. Le chat s'est électrocuté directement dans sa gueule, et pourtant il n'a pas eu la bouche carbonisée, et non, il n'a pas eu les lèvres, la langue carbonisée, et non, et il s'est électrocuté plusieurs secondes, et finalement son chat n'est même pas mort. Mais c'est pareil pour des enfants ou autres. Moi, je vous raconte une petite anecdote. Je me suis électrocuté au Luc en Provence, plus d'1 minute 15, peut-être même 1 minute 30. J'avais les doigts légèrement dorés, mais pas carbonisés. Et pourtant, je me suis électrocuté sur un ancien compteur. Oh, un accident tout bête qui était lié que j'étais absolument trempé. Et en posant mon doigt sur l'interrupteur qui était mal isolé, puisque c'était un interrupteur des années 50, 60, qui n'avait jamais été mis à jour ni sécurisé. J'ai touché les 2 câbles électriques. Accidentellement, mes doigts ont touché directement le câble, d'ailleurs qu'on pouvait voir sur le bord de l'interrupteur. Donc j'ai vraiment été électrocuté par les 2 câbles électriques. C'est vrai que sur les anciens compteurs, ça ne disjoncte pas facilement, on doit le dire. Mais le compteur de Claude François était un peu particulier, on en parlera dans les prochaines émissions, où il y avait une grande sensibilité des plombs puisqu'il sautait souvent. À la moindre défection, les plombs sautaient, et j'ai évidemment un témoignage là-dessus à vous transmettre. Steed m'a donc donné cette anecdote de son chat, j'ai trouvé ça très intéressant, un chat qui s'électrocute en plein dans la gueule et qui finalement ne meurt pas. C'est vrai que dans la mort de Claude François, personne n'a voulu faire de reconstruction, de reconstitution, et quand je reçois cette nuit une lettre de Frédéric Dupont, que je salue bien, vous et peut-être votre femme, et si vous avez des enfants, vos enfants, et si vous en avez pas, je vous salue, vous et votre famille. Votre lettre, m'a fait plaisir, m'a ému, m'a touché, parce que j'ai vu quelque chose dans cette lettre. J'ai vu que des gens cherchent quand même la vérité d'une façon collective et pas individuelle. Et dans cette émission de la mort de Claude François, on doit rechercher, c'est important, une vérité collective où tous ensemble on doit s'unir pour savoir la vérité, et on ne doit surtout pas le faire d'une façon individuelle parce qu'on n'obtiendrait pas la vraie réponse. Dans cette collectivité qui m'a contacté depuis de nombreux jours, mais Frédéric, je ne sais pas depuis quand, en tous les cas j'ai lu sa lettre que cette nuit, il m'a envoyé un plan
Oui, on va voir ce plan ensemble et je vais le commenter. Pour cela, je dois enlever évidemment la jolie photo de Thérèse et je vous propose donc la carte qu'on m'a envoyée et je vais couper la caméra et écouter mon commentaire. Cette carte qui nous montre l'itinéraire de l'aéroport de Paris Le Bourget jusqu'à l'appartement de Claude-François, cette belle carte a été envoyée sur ma Gmail par une personne qui s'appelle Frédéric Dupont et que je remercie. La vérité n'est pas individuelle, elle est collective. C'est pour ça que j'ai décidé de publier cette carte. Pourquoi? Parce que dans cette carte, j'y ai vu quand même quelque chose d'important. Et je me suis dit, je dois rendre ça public. J'ai pensé immédiatement le rendre public presque 2 minutes après avoir vu la carte. Que se passe-t-il dans cette carte que m'a envoyée Frédéric? Tout d'abord, il a eu une idée, et c'est pas la mienne, je peux vous dire, parce que je n'y ai absolument pas pensé de mon côté, d'établir un itinéraire très précis entre l'aéroport du Bourget et cet itinéraire. Vous voyez, c'est pas facile de parler le français, et on doit parler proprement la langue, est un itinéraire qui se veut, on va dire, à un moment où la circulation est quand même assez concentrée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bouchon, mais ça circule pas très très vite. On obtient, entre le Bourget et le boulevard Exelmans, on obtient une durée de temps dans le transport, dans le trajet de 45 minutes pour 22 km 7. Alors Frédéric, un grand merci, on va justement maintenant parler de votre carte. Oui, 22 km 7, il n'y a pas énormément de distance, on pourrait croire que c'est très éloigné. 45 minutes, c'est raisonnable. Bon, 45 minutes si la circulation n'est pas trop rapide, mais il est important de dire que le 11 mars 1978, Claude arrive en pleine nuit au Bourget. Il est 1h du matin, et la circulation est beaucoup plus fluide à 1h du matin qu'en après-midi. Là, on vous parle d'une circulation qui serait plutôt dans l'après-midi, ou éventuellement une circulation de nuit vers 23 heures. Mais on constate que 45 minutes en circulation assez dense montrent qu'on peut faire le trajet sans doute en 38 minutes ou 40 dans une circulation de nuit très fluide, très confortable. On sait que la nuit, bon, on voyage assez rapidement entre le Bourget et l'appartement de Claude, puisque moi je me souviens l'avoir fait en 30 minutes seulement en voiture. Je crois qu'on roulait dans les 60 km/h, quelque chose comme ça. En plus, à cette époque-là, en mars 1978, les limitations de vitesse sont beaucoup moins respectées qu'aujourd'hui. On pouvait appuyer sur le champignon. Si Claude avait pris sa voiture et s'il l'avait conduit, il n'aurait jamais mis 45 minutes. Il conduisait plus que 100 km/h. Dans Paris, il conduisait entre 120 et 150 partout. Il a eu des interdictions partout, la police l'a arrêté partout, il a eu des procédures de tribunal pour lui retirer son permis. Claude conduisait très très vite, ce qui explique peut-être après toutes ces procédures qu'il a dû progressivement prendre des chauffeurs. Marie-Thérèse, cette nuit-là, regardons bien cette carte, c'est elle qui conduisait la voiture et on est étonné, elle a fait le trajet en 1h30. Et on va regarder tout en haut de la carte, nous avons en voiture 45 minutes, à pied 4h25 et en vélo 1h20. On va dire 1h20 pour les gens qui roulent bien en vélo, parce que là, 1h25 ou 1h30, ça serait pour les gens qui sont très très lents. En vélo, on met 1h20 entre l'aéroport et donc l'appartement de Claude. Imaginez en vélo, le déplacement met 1h20, c'est-à-dire 10 minutes de moins qu'en voiture cette nuit-là. Je reprends ma caméra. Donc restez avec moi. Je replace la photo de Thérèse, c'est en direct, et oui, en une prise directe, puisqu'il n'y a pas de montage ni de coupure, jamais, c'est du streaming, c'est du direct. 1h30, du Bourget au boulevard Exelmans, ça me paraît un temps vraiment très long,
puisque moi je me souviens avoir fait le trajet en 30 minutes seulement. Et Frédéric Dupont nous explique qu'en 45 minutes, en roulant normalement, sans se précipiter, maximum une voiture mettrait 45 minutes. Un bus pourrait mettre 1h18, mais un bus s'arrête à tous les arrêts de bus. Eh oui, on doit tenir compte qu'entre Paris et le Bourget, il y a beaucoup d'arrêts de bus. Alors là, c'est pas pareil quand on voyage en bus. Mais cette nuit-là, où Claude se rend à son appartement, il dispose d'une voiture. Nous le savons par une note de service en Suisse, où il s'était fâché avec son chauffeur et un nouveau chauffeur avait fait son apparition. Et puis cette nuit-là, ce nouveau chauffeur visiblement n'était pas là, puisque le chauffeur sera Marie-Thérèse. 1h30 pour faire le trajet entre le Bourget et son appartement du boulevard Exelmans. 1h30, c'est tout de même énorme, quand en vélo, on mettrait que 1h20. Et tout de même, une voiture, ça roule plus vite qu'un vélo. C'était juste à dire. En vélo, on vous parle en roulant doucement. On ne vous parle pas en vélo en roulant très très vite. On ne vous parle pas de rouler en vélo à 50 km/h. En roulant comme des enfants pourraient rouler en vélo. Alors qu'est-ce qui ne va pas? Ce qui ne va pas, c'est que dans la mort de Claude François, il n'y a jamais eu de personne la moindre reconstitution de sa mort, ni des faits, ni de tout ce qu'on nous explique. Personne n'a voulu passer une minute à reconstruire la mort de Claude François, détail par détail, et analyser si l'histoire qu'on nous raconte est vraie. Quand on découvre que Claude François prépare un petit déjeuner dans la collection officielle DVD, et que dans l'agenda de Fabien Lecoeuf, qui retrace exactement sa vie, fait, c'est vrai, sur des sources d'information qui étaient celles de Marie-Thérèse et de Kathleen, on découvre que les deux femmes prétendent avoir fait un petit déjeuner à Claude pendant finalement qu'il dormait. Il se réveille et les deux femmes ont voulu lui faire gagner du temps. Elles ont préparé son petit déjeuner. On se marre quand dans la collection officielle, Marie-Thérèse nous explique qu'elle a attendu à l'interphone, Claude a mis 10 minutes pour lui ouvrir, mais je possède un rush que je diffuserai, inédit, où Marie-Thérèse se confie sur le 11 mars 1978 et explique qu'elle a utilisé ses clés pour descendre l'immeuble et ouvrir aux pompiers. Je répète, elle a utilisé son passe, ses clés, pour descendre tout l'immeuble et ouvrir aux pompiers ce jour-là. Ainsi, nous découvrons qu'elle avait les clés, tout de même, Marie-Thérèse, du bas de l'immeuble et les clés de l'appartement de Claude aussi, puisqu'elle l'a dit dans le témoignage DVD qu'elle possédait ses clés. Ainsi, on est étonné dans la collection officielle qu'elle aura attendu 10 minutes devant un interphone, que Claude lui ouvre, alors que dans un rush où elle s'exprime sur le 11 mars, elle explique qu'elle avait ses clés, et même les clés de l'immeuble, en bas, et que c'est elle qui est descendue pour ouvrir aux pompiers avec son trousseau de clés. Ça, ne ratez pas ce rush qui va relancer la mort de Claude François et qui prouve tout simplement qu'on nous a menti. Parce qu'il est impossible que dans la collection officielle DVD, elle nous explique qu'elle reste 10 minutes devant l'interphone avant que Claude lui ouvre, et qu'elle nous explique finalement qu'elle a les clés et de l'appartement et du bas de l'immeuble, dans une autre version. Imaginez quand même toute l'histoire qu'on nous raconte qui ne tient pas debout. Il n'y a jamais eu de reconstitution de la mort de Claude, c'est ce que je dis à Frédéric Dupont, et donc cette carte, grâce à vous, permet pour la première fois de faire une reconstitution du dernier trajet de Claude François entre l'aéroport du Bourget et son appartement. Imaginez, dans la version officielle, ils ont mis 1h30. Bon, on doit, excusez-moi, ne pas oublier, je cherchais le mot, que quand Claude arrive, il doit quand même de l'avion sortir ses bagages, les mettre dans la voiture ou dans le coffre de la voiture. Tout ça va quand même prendre au moins 5 minutes. Le temps de faire une bise à Marie-Thérèse, comment vas-tu? Oui, tout s'est bien passé en Suisse. Bon, ne tardons pas, rentrons à la maison, parce que on doit savoir que quand cette nuit-là Claude arrive, au Bourget, il fait un tout petit peu en dessous de 0 degré.
Je répète, la température de Météo France, il fait un tout petit peu en dessous de 0 degré. Il fait très très froid. C'est un petit détail, mais Marie-Thérèse nous a jamais dit la température qu'il faisait cette nuit-là. J'imagine mal que Claude sera resté dehors 10 minutes, dans le froid. Il est clair qu'à 0 degré, en dessous de 0, on a quand même envie de se mettre au chaud dans la voiture. Donc, on sait qu'il n'a pas pu s'écouler plus de 5, maximum 10 minutes. Mais même si on accorde 10 minutes pour mettre tous les bagages dans la voiture, il reste un mystère comment cette voiture a mis autant de temps, 1h20, entre le Bourget et son appartement. C'est le temps du trajet. Cette émission est un spécial sur ce point très précis. Et cette émission est finalement inédite. Je la fais grâce à Frédéric Dupont, qui vraiment nous a montré quelque chose de très précis. Et vous voyez, ça, c'est une reconstitution qui, dans un tribunal, intéresserait des juges. Ce genre de petits détails, de reconstruction très précise d'un trajet. Vous savez que les juges, la police, aiment bien faire des reconstitutions exactes. Et ce trajet que Marie-Thérèse a fait en 1h30, on va dire 1h20, on va lui donner 10 minutes pour ranger les affaires dans la voiture, on va être juste. 1h20, c'est beaucoup tout de même, quand on sait qu'en vélo, c'est le temps qu'on met. Je répète, 1h20, c'est beaucoup, quand on sait qu'en vélo, c'est le temps qu'on met, et on va revoir cette carte à nouveau. Restez avec moi et regardons cette carte à nouveau qui est très précise. Nous constatons, grâce à Frédéric Dupont, cette reconstitution du dernier voyage de Claude François en voiture, puisque c'est la dernière fois qu'il prenait une voiture. C'était la nuit du 11 mars, il était 1h du matin, a expliqué le pilote. Il est très précis sur l'heure d'arrivée, puisque les pilotes n'ont pas le choix. Tout est enregistré, et l'heure de départ, et l'heure d'arrivée. Claude a décollé de Suisse à 23h03. Avec une erreur de 3 minutes, a expliqué le pilote, et que le pilote pensait que la tour de contrôle ne donnerait pas l'autorisation de décollage, parce que le maximum était 23 heures. Et puis comme l'avion était déjà prêt, les bagages étaient dedans, bon, l'aéroport de Suisse a accepté que Claude décolle cet avion privé, pas de ligne, à 23 heures. 0,3, on dit même 0,5 maximum. Le pilote explique que le temps s'était un peu dégagé en altitude et que finalement il arrive au Bourget à 1h du matin. Il se souvient de l'heure de l'arrivée. On diffusera bien sûr l'interview du pilote. En vidéo, il est enregistré où il nous explique et l'heure du départ de Suisse et l'heure de l'arrivée. Alors là, si vous savez, les pilotes sont très très précis parce que tout est planifié, tout est enregistré et tout est noté. L'aviation, vous savez, ça plaisante pas. Et Frédéric Dupont nous montre cet itinéraire. C'est lui qui l'a fait, Frédéric. C'est lui qui m'a envoyé la carte sur ma Gmail pour montrer l'itinéraire. Et il m'a dit s'être intéressé à une des émissions que j'ai fait pour vous, et qu'en regardant l'émission, il a voulu retracer l'itinéraire. Eh bien bravo, s'il y a d'autres gens qui regardent cette émission, et si vous avez des informations sur la mort de Claude François, même peut-être des témoins qui ont vu des choses ce jour-là, et qui n'ont pas osé parler, n'hésitez pas à tout me dire sur ma Gmail, et enfin à révéler ce que vous savez. Et dans la mesure où ce que vous me dites, je vois ou pas si c'est vrai, je publierai. Si on part du Bourget sur 22 km 7, on va mettre 45 minutes en voiture, à condition que la circulation soit à peu près correcte, on va dire. Mais on sait que la nuit à 1h du matin, la circulation est très rapide. On sait qu'on peut mettre 30 minutes. Moi, je me souviens qu'on a fait ça en 30 minutes. C'est pour ça que je savais que 1h30 c'était impossible, c'est trop de temps. C'est pour ça que j'ai émis l'hypothèse, je parle une hypothèse, que Claude finalement en pleine nuit est passé dans son moulin à Danemois et qu'il a peut-être eu la tentation de mettre l'électricité en pleine nuit. Oui, ça s'expliquerait si Claude a fait un détour vers son moulin, chose qu'il fait toujours, et on est étonné que cette nuit-là il n'a pas fait ça,
puisque les témoins sont formels. Cette nuit-là, il n'aurait pas fait ça, mais sa sœur nous a expliqué dans un témoignage que systématiquement, et à chaque fois quand il était au Bourget, il passait au moulin d'Annemois. Mais cette nuit-là, étrangement, il va mourir à son domicile quelques heures plus tard, et curieusement, il ne passe pas au moulin, alors qu'il y a quand même une coupure d'EDF, et qu'il aurait été un peu logique qu'il se déplace au moulin pour savoir c'était quoi tout ce bordel, parce que Claude était très colérique. Et il aurait voulu quand même en pleine nuit se déplacer pour voir la vitalité de ses poissons. Ainsi nous comprenons, d'ailleurs on m'a dit dans une lettre qu'il pensait que Claude avait des poissons qui venaient de sa rivière. Non, Claude avait des poissons d'eau de mer, très chers, il en avait plusieurs très chers. Il avait aussi des poissons d'eau de source, très très chers. Selon sa sœur, c'était une eau salée dans son aquarium et pas une eau donc qui serait même potable, imaginons, bien que l'eau des rivières est pour beaucoup non potable. Mais en tous les cas potable pour les poissons. Eux sont ravis de boire cette eau qui nous paraît un peu dégoûtante à boire. Donc nous voyons Frédéric nous montre quelque chose de passionnant, et c'est parce que cette carte est vraiment très intéressante que j'ai décidé de la publier sur YouTube. Oui, on constate 45 minutes, 1h18 en bus si on s'arrête à tous les arrêts de bus, mais c'est pas le cas, Claude a pris une voiture, 4h25 à pied et 1h23 en vélo. Peut-être 1h25 ou 1h30 pour les gens qui ont des jambes un petit peu lourdes. Mais bon, quand on met 1h25 en vélo, et quand on nous explique que Marie-Thérèse a mis 1h30 en voiture, on aurait tendance à penser, et je vais vous donner ma conclusion de cette émission, restez avec moi, on aurait tendance à penser que, j'enlève la carte si vous me permettez, je suis en direct donc pas évident. Voilà, je repositionne tout, l'écran, tout. Donc, on aurait tendance à penser que mettre 1h30 quand même entre le Bourget et le boulevard Exelmans, c'est quand même un peu beaucoup. Alors, il y a une explication, d'ailleurs Frédéric Dupont entrevoit lui aussi cette explication dans son courrier, c'est finalement que Claude a fait autre chose cette nuit-là. Il a fait autre chose. Est-il possible qu'il a fait un petit détour jusqu'au moulin, ce qui expliquerait évidemment qu'il ait mis 40 minutes de plus. Il serait donc passé au moulin et en réalité il s'est électrocuté en voulant rétablir l'électricité dans son moulin. D'ailleurs, en pleine nuit, il avait téléphoné à sa sœur et sa sœur dira que quelques heures plus tard l'électricité était revenue. Donc on peut savoir que vraiment Claude, cette nuit-là, devait se trouver à un moment donné près de son moulin. Parce qu'on est formel, absolument formel, EDF n'est pas passé. Et il n'y avait que lui qui était informé. Et puis, qui, en pleine nuit, aurait été remettre l'électricité ? Qui aurait fait ça? Personne ne ferait ça, ça n'a aucun sens. Par contre, lui, c'est sa propriété, c'est sa demeure, on peut comprendre. Je réponds à des questions de style ou d'autres personnes. Oui, Claude avait peut-être au moulin un monophasé. Pour que les gens comprennent, un triphasé est un système qui monte la puissance électrique à peu près à 400 watts. Mais pour vous dire la vérité, moi je possède chez moi un groupe électrogène que j'ai acheté. J'ai dû payer ça 200 € dans une promotion. C'était un groupe électrogène qui coûtait 550 € que j'ai eu pour 200 € et des poussières, peut-être 250 quand même. Ce groupe électrogène qui n'a jamais fonctionné, et dans ma salle de bain, ne rigolez pas, et oui, j'ai une grande salle de bain, et c'est une machine monstrueuse qui fait près de 100 kg, qui marche avec des roues, on doit la traîner avec des roues, et elle envoie une puissance de 2800 watts. Et en cas de panne, cette machine est capable d'alimenter presque un quart de village. Elle peut alimenter tout, des prises de courant, des télévisions. Aujourd'hui, les télévisions font du 35 watts seulement. On n'est plus dans les vieilles télés. Ainsi, on peut faire marcher avec un groupe électrogène comme ça des dizaines de télévisions ensemble et des centaines de lampes ensemble. Je parle de lampes économiques. Claude
A-t-il du Bourget fait ce qu'il faisait comme il le faisait à chaque fois, pris la décision d'aller au moulin? Dans ce cas-là, c'est Marie-Thérèse qui ne nous aurait pas dit la vérité, ou alors elle nous a dit la vérité mais d'une façon détournée. Dans ce cas-là, cette nuit-là, c'est pas elle qui a conduit la voiture. Elle est juste un témoin qui raconte une histoire. Dans ce cas-là, cette nuit-là, c'est pas elle qui est venue chercher Claude, c'est quelqu'un d'autre, un chauffeur. Et ce chauffeur a fait les caprices de Claude et l'a donc conduit jusque dans son moulin. Et dans son moulin, ce chauffeur a peut-être assisté visuellement en tant que témoin oculaire où Claude a remis lui-même l'électricité. Oui, il peut s'être électrocuté sur un monophasé, il n'y a pas de problème. Un triphasé montrait une puissance de 400 watts, c'est-à-dire que selon Steed et d'autres personnes, le cœur aurait lâché immédiatement. Mais on doit tenir compte que dans les triphasés, on doit le dire, parfois une étincelle électrique ne vous tue pas, mais carbonise vos doigts en quelques secondes. C'est-à-dire, en monophasé aussi, le moulin était en monophasé, donc on m'a posé une question, si le moulin était en monophasé, finalement, qu'il s'électrocute dans le moulin ou dans son appartement, ça revient au même. Eh bien, la réponse, pas du tout. Pas du tout. Absolument pas du tout. Parce qu'au moulin, à cette époque-là, Claude a un ampérage très élevé. Pourquoi? Au moulin, il y a des machines à laver. Il y a une femme qui s'occupe de son linge, une femme ménagère, qui depuis des années est à son service, utilise des fers à repasser, toutes sortes de choses. Il a plein de machines modernes. Il a également beaucoup d'éclairage au moulin. À cette époque-là, il n'y a pas d'éclairage économique. Ce sont des vraies lumières. Et pour éclairer le moulin, que ce soit la nuit ou même à l'extérieur, on a besoin de puissance électrique. Éclairer un cours de tennis, puisque Claude avait un cours de tennis, éclairer la nuit un cours de tennis, ça prend beaucoup de puissance électrique. Donc je réponds aux gens qui m'ont écrit, Claude dans son moulin avait un très fort ampérage, très fort. On va dire que l'ampérage était largement 5 fois supérieur à l'ampérage de son appartement du 46 boulevard Exelmans, où il était soumis à une copropriété, et dans cette copropriété, j'essaie de bien l'articuler, il n'avait pas le droit de mettre un ampérage trop élevé. C'était interdit par la copropriété. Il devait respecter ses voisins, éviter qu'il y ait un incendie, et de respecter la norme de la copropriété qui était du 15 ampères. On doit le dire, en réalité, Claude s'est électrocuté sur un 15 ampères. Et il ne pouvait pas mettre un ampérage plus élevé, tout simplement parce que la copropriété avait placé des interdits. Tout le monde était en 15 ampères. C'était la réglementation intérieure. Donc il ne pouvait pas dépasser le 15 ampères. Et 15 ampères, avoir des doigts carbonisés en 5 secondes, ça n'existe pas. C'est du romanesque, c'est de la science-fiction. Dans la mort de Claude François, personne n'a jamais voulu faire de reconstruction et de reconstitution, deux mots pas évidents quand on les assemble, dans cette reconstitution pour voir et ce que nous racontent les témoins, qui est très farfelu, même Kathleen, puisqu'il s'est passé quelque chose cette nuit-là. Les plombs étaient très sensibles, il s'est passé quelque chose. Claude en plus disposait d'un appartement à plomb. Il avait et la sécurité du général, le général disjonctait mais pas l'individuel, et il possédait au boulevard Exelmans une sécurité par plomb. Et ça vous ne le savez pas, mais Kathleen le savait. Et j'ai un témoignage inédit de Kathleen qui parle de cette sécurité de plomb, et grâce à son témoignage, on sait que Claude François n'aurait pas pu mourir électrocuté dans son bain à cause des plombs qui étaient ultra sensibles, et d'ailleurs elle se confie là-dessus. Et d'ailleurs, de sa part, c'est même un peu naïf d'en parler, parce que ça ouvre évidemment la parenthèse qu'il ne peut pas être mort dans son bain. Parce qu'il s'est passé quelque chose cette nuit-là qui prouve que les plombs étaient très sensibles et qu'aux moindres petites choses, ils auraient pété. Eh oui, ils auraient pété, les plombs pétaient. Donc, ça n'a aucun sens tout ça. On parlera dans cette série d'émissions du témoignage de Kathleen, des plombs, de tout cela, on n'en est pas là. Ici, j'ai voulu pour Frédéric Dupont et pour Steed
répondre dans une vidéo à vos interrogations, à votre courrier. Et aussi, c'est vrai que ça a bien aidé cette émission grâce à ce plan quand même du Bourget. Moi, je vous dis franchement, j'aurais jamais eu l'idée de chronométrer. Je l'avais fait une seule fois, il y a très très longtemps. J'avais mis 30 minutes. Mais bon, c'est pas quelque chose, si vous voulez, que j'avais gardé en moi et que je me souvenais forcément. Et en lisant le courrier de Frédéric et en voyant sa carte, je me suis dit, mais oui, à l'époque, j'avais mis 30 minutes. C'est Frédéric Dupont qui a raison. Alors un grand merci, c'est pas pour vous envoyer des fleurs, c'est pas mon style, mais je dois reconnaître que la vérité n'est pas individuelle. La vérité sera toujours collective, et c'est grâce à cette vérité collective qu'on saura toujours la vérité sur la mort de Claude-François. On la saura toujours en profondeur si collectivement on en parle. On va conclure cette émission, on va essayer de faire un peu moins d'une heure. Et on va conclure par Sylvie Mathurin. Pendant des années, j'ai constaté presque une mode, un phénomène de mode. On nous a expliqué, que ce soit en radio, en télévision, que Claude François voulait absolument quitter la Suisse. Même dans Destin brisé, le journaliste explique « Claude veut quitter la Suisse pour rejoindre Kathleen ». J'aimerais vous dire que tout ça, tout ce que j'ai entendu, de votre part, je parle des journalistes, tout ce que vous avez pu dire sur le fait que Claude voulait quitter la Suisse pour rejoindre la France, tout ça c'est du pipeau, ça n'a jamais existé. Et je m'appuie sur un rush vidéo où on va voir Sylvie Mathurin, et elle, Sylvie, nous raconte une autre histoire sur la Suisse. Et non, Claude François n'a jamais eu l'intention, à ce moment-là, de quitter la Suisse comme on nous raconte partout. Au contraire, il voulait rester et il avait demandé à Sylvie Mathurin de faire des réservations pour rester quelques jours de plus. On sait qu'il voulait rester au moins jusqu'au lundi ou mardi 14 mars. Écoutons un témoignage qui est quand même plus sûr que le mien. C'est le témoignage de son habilleuse, Sylvie Mathurin, que je salue. Un gros bisou Sylvie. Et vous allez entendre pour la première fois ce qu'elle dit. C'est vraiment une vidéo très très rare, un rush très très rare. Et Sylvie Mathurin nous révèle quelque chose qu'on ne va pas lancer dans des émissions télé. Ça, évidemment, ce genre de rush, on le met de côté. On n'en parle pas à la télévision de ce qu'elle savait, la petite Sylvie, la belle Sylvie. Parce que tout ce qu'elle savait sur Claude et la Suisse, on n'en a jamais parlé. Et finalement, vous trouvez la vérité que ici, où moi, je conteste formellement la version officielle. Dans la version officielle, on nous explique que Claude François voulait quitter la Suisse pour rejoindre Kathleen. Tout ça n'a jamais existé et je vous le prouve en direct dans cette vidéo que je passe plusieurs fois de Sylvie Mathurin. Je retire, si vous me le permettez, la belle photo de Marie-Thérèse et écoutons Sylvie Mathurin. Vraiment, on allait rester parce que je me souviens que être allé me renseigner à l'hôtel pour réserver des chambres. Vraiment, on allait rester parce que je me souviens que être allé me renseigner à l'hôtel pour réserver des chambres. Vraiment, on allait rester parce que je me souviens que être allé me renseigner à l'hôtel pour réserver des chambres. Vraiment, on allait rester parce que je me souviens que être allé me renseigner à l'hôtel pour réserver des chambres. Vraiment, Bon, j'ai passé ce document en boucle. Alors pourquoi je vous ai passé ce rush vidéo en boucle? Alors attendez, je dois juste, voilà, indiquer que c'est pas la fin de la vidéo, sinon ça va s'arrêter automatiquement. Pourquoi j'ai passé ce rush vidéo en boucle où on voit Sylvie Mathurin? Alors si vous ne la connaissez pas, c'est l'habilleuse de Claude François, une fille qu'il a toujours profondément aimée et c'était réciproque. Une bonne personne, une belle personne, qui n'a jamais été vraiment interviewée en profondeur sur la mort de Claude François et dont on remarque toutes
toutes ces apparitions sont des récupérations d'informations qui sont censurées et frauduleuses, dont on coupe systématiquement tout ce qu'elle aurait d'intéressant à dire. Et là, vous voyez, moi, je ne vous censure pas l'information. Au contraire, je vous ai mis ce rush vidéo en boucle. Mais pourquoi en boucle? Eh bien parce que ça rentre bien dans nos oreilles à chacun, sans manipuler personne. Tout ce qu'elle nous dit, qu'on écoute plusieurs fois la même chose. Elle se souvient, Sylvie, d'avoir été faire des réservations pour rester en Suisse avec Claude. Rester en Suisse, mais on vous parle rester en Suisse, pas que le week-end. Jusqu'au 14 mars tout de même, de l'année 1978. Alors j'aurais presque une tentation de vous dire, et c'est un peu méchant envers Michel Drucker, que j'aime infiniment, et même Rémi Grambach qui est un gentil garçon, je salue Rémi Grambach que j'aime infiniment, qui est quelqu'un qui est gentil, qui est charismatique, qui a beaucoup d'humanité, mais j'aurais tendance à dire, Michel, et je m'adresse à toi, que cette émission des rendez-vous du dimanche, puisque Claude t'avait dit qu'il ne voulait pas faire cette émission et que lui il ne la ferait pas, c'était l'émission de trop. J'aurais tendance à penser que cette émission, en réalité sur l'agenda, était annulée et qu'il n'y avait pas d'émission ce jour-là. Et qu'il n'y a jamais eu d'émission ce jour-là. Et s'il n'y a jamais eu d'émission ce jour-là, alors on comprend qu'il a demandé à Sylvie Mathurin de réserver des chambres pour rester plusieurs jours à l'Aiselin. Pourquoi, quand on a une émission avec Michel Drucker, on réserve des chambres pour rester plusieurs jours à l'Aiselin? Voilà une question qu'un tribunal devrait se poser si on faisait une reconstitution très précise de sa mort. Comme je vous l'ai dit, personne n'a voulu reconstruire le scénario de sa mort. On a voulu nous inculquer dans notre esprit des mensonges, de la censure, des fausses vérités, des fausses informations. Nous voyons que quand on va en profondeur dans la vraie information, on découvre que Claude n'a jamais eu l'intention, ce jour-là, de rentrer de Suisse jusqu'à Paris pour rejoindre soi-disant Kathleen. On sait de toute façon qu'il n'était plus avec elle. Et non, il n'était plus avec elle. Il avait dit à Jacques Harvey que c'est une histoire qui était un peu terminée. D'ailleurs, elle lui accordait une photo de temps en temps. Et puis on verra une interview de Kathleen qui s'exprime difficilement pour expliquer pourquoi elle n'était pas avec Claude en Suisse. Elle dira qu'elle avait un important contrat de photographie. Écoutez bien quand même l'histoire. Elle avait un important contrat de photographie qui explique qu'elle n'est pas partie avec lui en Suisse. Mais c'est débile de telles histoires, c'est débile. Le seul contrat qui existait réel, c'était celui de Claude François avec elle, et c'était lui son patron. Une histoire débile qu'on nous raconte d'un mystérieux contrat de photographie qui l'aurait séparé de Claude. Visiblement, soyons un peu méchants, il n'était pas pressé de retrouver la Belle au bois dormant. Soyons un peu méchants. Bah non, quand on fait réserver des chambres pour rester jusqu'au 14 mars 1978, on n'est pas visiblement tellement pressé de rejoindre la Belle au bois dormant. C'est pas pour être méchant avec Kathleen, parce que c'est une personne que j'aime, que je respecte, et on sait qu'elle est, je vais être méchant, elle est une potiche dans cette affaire. Elle nous raconte elle aussi un scénario qui est bidon, qui n'a aucun sens. Tout est bidon dans ce qu'il nous raconte. Il y a des gens, ce sont des potiches dans sa mort. Ils sont dans le décor pour nous raconter une fausse histoire et dire que ça passerait pratiquement, tout ce qu'ils nous racontent. Si on grattait en profondeur et qu'on voyait déjà ce document quand même, c'est un document extraordinaire de Sylvie Mathurin. Elle explique, elle est même embarrassée dans ce rush. Eh oui, Claude voulait rester en Suisse, hein. Eh oui, elle a été faire des réservations à l'hôtel, hein. Ah oui. Il n'était pas question de repartir en France, pas question de voir Kathleen. Il n'était pas si pressé que ça, Claude, de la revoir. On nous raconte qu'ils avaient rendez-vous ensemble cette nuit-là. Bah, visiblement, c'est pas si vrai qu'ils avaient rendez-vous, puisqu'ils se proposaient de fausser ce rendez-vous en restant plusieurs jours encore en Suisse. Visiblement, il n'avait pas rendez-vous avec elle, il ne devait pas la retrouver. Et visiblement, soyons méchants, cette émission, elle n'existe pas, des rendez-vous du dimanche. Elle n'existe pas, c'est une émission qui est peut-être même créée pour nous mentir. J'aurais tendance à croire que Michel Drucker nous a
pigeonner dans son histoire. Est-ce qu'elle existe vraiment, cette émission? En tous les cas, elle n'existait pas à ce moment-là. Il ne voulait pas la faire. C'est pour ça qu'il a demandé à Sylvie Mathurin d'aller faire des réservations pour rester en Suisse. Il ne voulait pas faire cette émission. D'ailleurs, au bureau du 122, il avait fait une grande réunion qui a duré 2 heures, expliquant qu'il ne voyait pas l'intérêt de faire cette émission. On était plusieurs jours avant son départ en Suisse. Non, non, pourquoi faire cette émission des rendez-vous du dimanche? Il a parlé 2 heures. Il y a plein de témoins qui peuvent certifier que pendant les 2 heures, Claude ne voulait pas faire cette émission. Et pourtant, le jour de sa mort, on nous explique que finalement tout le monde était là, même Geneviève Leroy qui part généralement en week-end. Ce jour-là, elle n'est pas partie en week-end puisque Claude avait une émission d'urgence. Marie-Thérèse, pareil, elle était là parce qu'il y avait une émission qui n'était pas prévue, finalement il a décidé de la faire, c'est ce qu'on nous dira. Oui, il est possible qu'il a décidé de rendre service à Michel Drucker et de faire cette émission. Le problème est que l'histoire est un peu tendue dans cette émission, c'est tendu le scénario qu'on nous raconte. On nous raconte qu'un homme est déjà en retard pour cette émission. 1. 2, qu'il devait faire l'émission alors qu'il avait fait une réunion au bureau donc du boulevard Exelmans pour dire qu'il ne ferait pas cette émission. 3, il avait annulé l'émission en disant verbalement et devant Michel Drucker qu'il ne ferait pas cette émission, c'était une émission en trop. 4, il est à l'Aiselin et réserve à l'hôtel des chambres pour rester jusqu'au 14 mars. Mais elle est où cette émission? Vous êtes sûr qu'il y avait une émission le 11 mars 1978, vous en êtes tous certains? Parce que si cette émission n'existe pas et que c'est vous qui l'avez inventée, l'entourage de Claude François pour expliquer sa mort, dans ce cas-là, vous êtes peut-être tous complices. Dans ce cas-là, la mort de Claude François qui a été présentée est une complicité, est une complicité en collectivité totale. Tout le monde savait la vérité, tout le monde a su exactement comment il est mort et pas électrocuté, et tout le monde s'est mis d'accord. On pourrait même croire, et je vais être très méchant, que Michel Drucker a rendu service à l'entourage de Claude François en disant « Ah bah tiens, il avait une émission ce jour-là, tiens, ça me revient, il avait une émission. » Je ne suis pas certain qu'il y avait une émission. Moi, je vous donne la version de Claude François et pas la vôtre. C'est la conclusion de cette émission, et je m'excuse, j'ai un peu bafouillé par moments parce que j'ai tellement de choses à penser, et je pense à 4 choses à la fois. Moi, je vous donne la version de Claude François sur cette émission Les Rendez-vous du Dimanche. Laissez-moi vous donner sa version, et pas celle de Michel Drucker. Mais avant de vous donner sa version, je voudrais vous dire que je respecte Michel Drucker, que je l'aime infiniment et que j'aime aussi Rémi Grimbach, qui est une extraordinaire personne qui fait de très belles émissions à cette époque-là, les meilleures d'ailleurs en France. Maintenant, écoutons quand même ce que je pense de la situation vue par Claude François lui-même et sa version. Selon moi, cette émission était quand même très compromis. Réunion au 122 boulevard Exelmans, il ne veut pas faire cette émission, il en parle 2 heures. Alors, est-ce qu'au bout de 2 heures, on l'a convaincu de faire cette émission? Je dirais que c'était entre les deux. Au bout de 2 heures, quand il sort de cette réunion, c'est entre le chaud et le froid. Je fais ou je fais pas. Dans cette réunion du 122, Claude expliquera, parce que c'est très important, il y a plein de témoins de ça, qu'il ne voyait pas l'intérêt de faire cette émission, il pensait que cette émission ne lancerait pas son nouveau 45 tours Alexandrie-Alexandra, c'était une erreur de faire les rendez-vous du dimanche, même si les rendez-vous du dimanche avaient une belle audience, il préférait faire une émission de radio ce jour-là, d'ailleurs il avait prévu les Favinettes, et préférait se consacrer à la radio, et ça personne n'en a parlé, parce que l'émission des Favinettes du 11 mars c'était les filles de 12 ans avec lui. Plein de nanas de 10, 12 ou 13 ans. Imaginez quand même le vrai après-midi de Claude François entouré de petites fillettes de 12-13 ans qui vont à une émission de radio. Imaginez quand même la vraie histoire. Visiblement, personne n'a parlé de cette histoire. Il n'y a que la radio qu'on a parlé à l'époque, expliquant qu'ils attendaient Claude pour les Favinettes, et qu'il n'est jamais venu ce jour-là. Et il l'attendait à l'heure où il devait faire l'émission de Michel Drucker. On a quand même du mal à croire que Claude n'ait pas annulé les Favinettes en disant « voilà, je ne viendrai pas à l'émission de radio ». Comment on peut avoir 2 rendez-vous en même temps, et aux Favinettes radio
et au rendez-vous du dimanche, comment il a eu 2 rendez-vous à la même heure. Et dont son attaché de presse, qui est un peu douteuse dans les faits, puisque je pense que la vraie attachée c'est Geneviève Leroy, nous explique qu'il n'y avait qu'une émission, c'est les rendez-vous du dimanche. Et les Favinettes, alors, l'émission radio, vous en faites quoi? Qui avait lieu à la même heure, à un quart d'heure près. L'émission des Favinettes, l'enregistrement était pour 15h30. 15h30. Donc il aurait pu se rendre, en effet, après à 16h ou 16h30 pour la générale. Mais ça va pas quand Michel Drucker nous explique qu'il devait être au but de Chaumont vers 15h. Pourquoi il aurait été au bout de Chaumont? Pourquoi il se serait déplacé au but de Chaumont vers 15h quand il avait une émission Les Favinettes à 15h30? Le vrai agenda, il est censuré. Ma voix s'est doublée un peu, je m'excuse. Le vrai agenda, il est censuré. Et oui, il est censuré. L'agenda que vous nous communiquez, il est censuré. Parce que dans le vrai agenda, il y a l'émission de radio que personne ne parle. Donc son agenda, il est censuré et par Fabien Lecoeuvre et par l'entourage de Claude, Geneviève Leroy, comme Marie-Thérèse. Vous ne parlez pas de cette émission de radio où avec des tas de petites fillettes, il allait parler de son groupe de fans, les Favinettes. Une émission l'après-midi du 11 mars 1978. Waouh! Et c'est encore plus suspect quand Fabien Lecoeuvre nous explique qu'il avait un agenda chargé en cet après-midi. C'est ce qu'il explique dans l'agenda. Il avait une journée chargée, il l'a écrit. Et ça, vous voyez, c'est des petits détails qu'on doit retenir. Et oui, la journée était chargée puisqu'il avait les rendez-vous du dimanche si l'émission était réelle et les Favinettes. Donc alors, assez chargé dans l'ensemble général de son emploi du temps. Plus le repas du soir et l'autre possibilité de se déplacer à son moulin. Alors, vu par Claude François, avait-il vraiment voulu faire cette émission? On sait qu'il va parler à Rémi Grimbach et qu'il décide de faire cette émission, mais le problème, c'est des interviews qu'on a dont on n'a pas de certitude de sa part, qu'il ait vraiment voulu faire ces émissions. C'est ce qu'on nous dit, hein. Mais ce qu'on nous dit sert une certaine trame de l'histoire. Parce que dans l'histoire réelle, et on va conclure cette émission, dans la trame réelle de la vraie histoire, Claude n'a jamais voulu faire cette émission des rendez-vous du dimanche. Et on se quitte avec le témoignage que je repasse en boucle de Sylvie Mathurin. À très bientôt sur YouTube. Vraiment, on allait rester parce que je me souviens que être allé me renseigner à l'hôtel pour réserver des chambres. Vraiment, on allait rester parce que je me souviens que être allé me renseigner à l'hôtel pour réserver des chambres. Vraiment, on allait rester parce que je me souviens que être allé me renseigner à l'hôtel pour réserver des chambres.